c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, l'heure où l'on peut laisser derrière soi les tensions de la journée, prendre le temps de se poser, de respirer, de se recentrer sur soi, un moment propice à l'écoute, à l'échange, au partage peut-être, avec d'autres auditeurs autour d'un thème qui vous réunit. C'est le principe même de cette libre antenne tous les soirs de la semaine. La ligne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Asiba et Quentin avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et comme tous les soirs, bien sûr, vous pouvez intervenir à tout moment en nous envoyant des messages au 7 21 21 en les commençant par le mot nuit. Vous pouvez également nous adresser vos courriels sur le site europe1.fr et à tout moment, si vous voulez nous joindre pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, eh bien c'est très simple, vous composez le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, écoutez, je suis une fidèle auditrice depuis 2 ans et demi et voilà, j'ai voulu vous faire envoyer un petit courriel pour vous dire un petit peu ma petite balade de ce matin que j'ai intitulée « Un petit peu d'espoir dans ce monde brut ». Oui. Ou un peu de soleil dans l'eau froide, comme disait François Sagan. Oui. Bon, je peux vous raconter brièvement. Mais avec plaisir, ça fait du bien à entendre. Ah ben voilà, c'est pour ça, je me suis dit, un petit peu de... On en a besoin. Voilà. Oui. Alors voilà, écoutez, tout simplement, ce matin vers 11h, il avait plu d'abord, et puis d'un coup un rayon de soleil. J'ai dit, je profite de ce rayon pour aller marcher un peu dans le parc qui n'est pas dans la ville où j'habite, mais qui est juste à côté. Et alors, c'est le parc d'une banlieue sud que l'on qualifierait, n'est-ce pas, dans le jargon politique, de moyennement sensible. Oui, j'aime bien vos précautions verbales, comme on dit. J'aime bien le moyennement. Oui, voilà, moyennement, ni trop ni pas. Oui. Donc, bon, il y a des petits problèmes, un peu partout. Moi, que j'y habitais, bon, ça s'est pas trop mal passé, Donc, et puis là, au fil de ma promenade, je voyais que les allées étaient traversées par des rubans tendus qui signalaient comme un parcours sportif. Puis je continue, je passe des fois sous des rubans. Bon, malgré mon âge, je suis encore sportive. Oui. Et bientôt, j'étais dépassée par des groupes de 2 à 3 garçons, et même des filles, qui couraient, mais joyeusement, avec un dossard sur la poitrine avec le sigle USSV. Alors, je me suis dit, U, Union Sportive, mais SV. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça ne correspond à la ville, pas à la ville. Oui. Bon, je continue ma petite promenade. Il y avait d'autres gens aussi qui se promenaient. Et puis j'arrive au terme, et là, je vois un camion avec de la musique, des jeunes, un tas de groupes de jeunes, des moniteurs. Il y en a un d'ailleurs que j'ai reconnu, parce que c'est un copain de mon gendre qui est prof d'éducation physique dans un collège. Donc je me suis dit, ce sont les collégiens. Et alors, arrivé là, je vois au terme de cette petite balade, une grande banderole où étaient marqués ces mots qui m'ont réjoui: unis pour le sport sans violence. Alors moi, il y avait 2 mots importants, pour. Et oui. Et il n'y avait pas non plus le mot contre la violence. C'est ce qui m'a plu, c'est unis pour le sport sans violence. Oui, que des mots. Pardon. Oui, que des mots positifs. Voilà. Alors j'ai trouvé ça génial et puis en passant, les jeunes me disaient bonjour madame. Alors je disais allez courage. Oui, il y avait une ambiance chaleureuse. Voilà, exactement. Alors je pense que c'était dû au prof, c'était dû enfin je sais pas. Donc c'était des jeunes entre 12 et 14 ans. Et du coup, j'ai dit, je suis rentrée chez moi avec un grand coin de ciel bleu dans le cœur, alors qu'il a recommencé à pleuvoir. Ça vous a embelli votre journée. Voilà. Oui. Non, mais je dis, ce sont des petits trucs comme ça. C'est vrai que maintenant que je suis retraitée, je suis sensible à j'essaie de positiver un petit peu tout. Et les choses comme ça, je me dis, ça rétablit un petit peu tout ce qu'on raconte, toutes ces paroles un peu, comment dit-on, bien pensantes ou mal pensantes sur les banlieues.
Et je me dis qu'il y a tellement de choses bien qui se font. Et puis, c'est les mots employés qui m'ont plu. Unis pour le sport sans violence. Les mots et derrière les mots des actes finalement, puisque il y avait ça, il y avait. Et vous avez pu parler. Enfin, visiblement les jeunes étaient sympathiques, s'adressaient à vous gentiment. Oui, c'est ça. Ils étaient dans leurs activités, donc. Mais ils se sont adressés à vous gentiment. Enfin, il y avait une ambiance très sympathique. La plupart me disaient bonjour, madame. Oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire que bon, il se passe, on l'a vu encore le week-end dernier, il peut se passer des événements tragiques et on met, évidemment, et on ne peut pas ne pas en parler. Il ne s'agit pas de les passer sous silence, mais c'est vrai que ça serait bien aussi de valoriser ce qui se fait de positif et de constructif aussi dans ces banlieues, parce qu'il existe aussi des choses très positives qui se font. Voilà. C'est pour ça que j'ai envoyé ce petit mail. Vous avez très bien fait. J'ai dit, allez, faut donner un petit peu une leçon d'optimisme. Oui, mais c'est... Il y a raison de croire dans l'avenir, surtout. Et c'est important que ça soit, comme vous dites, quelqu'un de... Parce que parfois, justement, quand on avance en âge, on peut avoir tendance à se replier sur soi. Pas du tout. À avoir un peu peur des jeunes, des bandes de jeunes. Donc, je trouve ça très réconfortant de vous entendre dire cela, Danielle. Je peux dire, 70 ans. Oui. Et malgré ça, et les enfants me disaient bonjour, enfin les jeunes, sont plus des enfants. Et alors je disais, allez, courage, allez-y. Merci madame. Écoutez, c'était agréable de démarrer cette émission avec vous, Danielle. Voilà, comme écoutez, ça. Si ça peut redonner un petit peu de... Parce que tout le monde a ses vicissitudes dans la vie, toutes ses épreuves et tout. Mais néanmoins, il faut toujours voir la petite chose qui une graine, qui un jour va porter ses fruits. De voir qu'il se passe aussi des choses constructives autour de soi et de regarder, de regarder on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein finalement. Exactement. Et vous êtes certainement de ces personnes qui savent regarder plutôt le verre à moitié plein. Voilà. Un aussi. petit peu le club des incorrigibles optimistes, comme c'est le roman. Il y a le subversif qui dit du ciel bleu à l'âme, comme dirait Sagan. Et vous avez entendu dire avec Daniel, il fait beau jour et nuit. Grâce à vous. Je vous embrasse, ma chère Danielle. Moi aussi, Caroline. Bisous et puis bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Paul. Alors, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Bonsoir à tous les auditeurs aussi. Je suis très contente de vous parler ce soir. Mais moi aussi. Alors, je t'ai appelé il y a plus d'1 an quand même. Oui. Pour parler de la situation. Donc, je vais rappeler brièvement. Donc, j'étais arrivée en France il y avait quelques années. J'avais quitté mon pays d'origine en laissant mon partenaire là-bas avec qui j'étais depuis 5 ans. Et quel est votre pays d'origine? Le Cameroun. Le Cameroun, d'accord. Alors, je suis venue pour faire mes études en France. Je l'avais laissé là-bas. Oui. J'ai commencé et lui, il m'a suivi 3 ans et demi après. Oui. Donc, quand il est arrivé, effectivement, moi, je partais le voir plutôt au Cameroun. C'était l'amour fou, donc j'y croyais vraiment. Mm-hmm. Et quand il est arrivé ici, il a fait 6 mois. Et il m'a appelé une fois, quand je suis allée le voir, il m'a fait, écoute, moi, je vais aller chercher les papiers, puisque toi, depuis que tu es venue, tu t'es juste contentée de ton statut d'étudiant. Alors, pour une relation qui durait depuis des années, c'était le coup de massue, j'y croyais pas. Je me suis dit, il est en train de blaguer, il va pas le faire. Mais quelque part, je savais qu'il était sérieux, mais je priais de toutes mes forces qu'il revienne à la raison. Je lui ai dit, écoute, on est des étudiants, tous les deux, on sait ce qu'on veut, et jusqu'à preuve du contraire, voilà, si on reste là, on travaille bien à l'école, on obtiendra un boulot, mais on se fera notre propre statut ici. On n'a pas besoin d'aller se marier pour obtenir les papiers. Il m'a dit non, de toutes les façons, tu es immature, tu sais pas ce que tu veux, et tout. J'ai dit, ok, et ben si c'est ce que tu veux, et ben va donc chercher les papiers. Et donc, il est parti. Moi, j'ai dit, de toutes les façons, t'as juste une chose, c'est que si tu pars, je suis pas ta roue de secours.
il est hors de question que tu fasses un ménage à 3 en te disant je vais aller rester avec ma femme et je vais aller me consoler avec Paul à côté. Si tu pars et tu mets une croix, c'est une autre histoire. Il m'a dit oui, mais de toutes les façons, toi, c'est un acquis pour moi, tu vas te fâcher et puis de toutes les façons, après, tu reviendras à la raison. Et je lui ai dit ok, tu ne me connais pas, tu verras donc qui je suis. Donc il est parti. On s'est séparés brutalement ce jour-là et on ne s'est pas appelé. Moi non plus, j'ai pas appelé, j'ai fait l'adieu. Aussi difficile que ça a été, j'ai fait l'adieu. Et 2 semaines après, il m'appelle, il me dit écoute, je voulais juste t'annoncer que j'allais me marier et je voulais pas que tu l'apprennes de la bouche de quelqu'un d'autre. J'ai dit j'espère que tu blagues, c'est pas vrai. Il m'a dit non, mais je veux te le dire, tu n'es qu'une gamine, tu veux pas grandir, donc moi je vais me marier. J'ai dit ok, c'est pas grave. Et il l'a fait, il s'est marié. Et le jour de son mariage, il a eu le culot quand même de m'appeler. Il m'a appelé le soir de son mariage. Il me dit oui, je veux juste te dire que je suis à la soirée de mon mariage. En fait, j'avais tellement mal, mais il prenait un malin plaisir à appuyer encore. Il me dit je suis en train de fêter mon mariage, voilà, j'aurais aimé que tu sois là, mais bon, comme tu es une gamine, tu peux pas comprendre les choses, c'est pas grave. Et le lendemain matin, il me rappelle et il me dit je t'ai envoyé les photos de mon mariage dans ta boîte email. Donc tu peux aller regarder. Alors jusqu'à cette seconde, Caroline, j'étais convaincue qu'il était en train de blaguer. Donc j'allume le PC et je tombe sur les photos. Et alors là, c'était voilà. Et quand j'ai vu les photos, j'étais à 2 semaines de mon concours de médecine. Que c'est pareil, je me suis dit non, il ne peut pas me faire ça. C'est surréaliste, oui. Oui, mais je me suis dit non, il ne peut pas me faire ça. Il sait combien... Et ça veut dire qu'il avait une relation parallèle depuis combien de temps? Je ne sais pas, parce que ça faisait mais alors, même pas... finalement, depuis, parce que là, c'était il y a 1 an, mais il s'est marié, cette femme. Donc maintenant, vous savez, avec le recul, que s'est-il passé? Honnêtement, honnêtement, je me dis, quand il est venu ici, il la connaissait pas, parce qu'elle a quand même 15 ans de plus que lui. Je pense qu'il la connaissait pas. Je pense que quand il est rentré ici, il l'a connue. Et il doit être rentré dans un réseau de personnes qui lui ont dit écoute, elle est jeune, la petite Paul, pour l'instant, tu vas encore attendre qu'elle fasse 10 années de médecine pour avoir tes papiers. Si tu veux te marier avec elle, va chercher la entre guillemets, la dame qui n'a pas de partenaire, elle va t'épouser, elle va te donner les papiers. Enfin, je pense que ça s'est passé comme ça. Qu'il soit venu en ayant déjà connu c'est ça, non, je pense pas. Mais je pense que c'est quand il est arrivé ici que... Voilà, il a dû la rencontrer. Les choses se sont passées comme elles se sont passées, ils se sont mis ensemble. Donc, ils se sont mariés très rapidement, finalement. Ah oui, ils se sont mariés. Ils ont tout programmé en moins de 2 mois. Ils se sont mariés. Il avait malin plaisir à l'afficher, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vous avais appelé la dernière fois, c'était là-dessus, et vous m'aviez dit, moi aussi, j'ai un caractère assez trempé, donc vous m'avez conforté dans mon idée sur laquelle il fallait que je continue d'avancer. Vous avez eu vos examens, là, parce que vous passiez votre concours? Oui, j'avais eu mon concours. Ah, bravo, félicitations, parce que dites-moi, dans ce contexte-là, il aurait pu complètement vous mettre à terre, là. Donc, moi, c'était super, oui. Oui. Vous êtes quand même accroché, vous avez pu avoir ce concours. Donc aujourd'hui, vous en êtes où, là, dans vos études de médecine? Je suis entrée en 3e année. Vous êtes rentrée en 3e année, là? Ouais. Là, c'est super, vous avez fait c'est les premières années qui sont les plus difficiles, hein. Enfin, il y a encore ça reste difficile, mais je veux dire, vous avez passé le cap de la sélection, là, qui est très dur. Et je me la coule douce. Je sais que j'ai mon avenir tout tracé devant moi, donc j'ai gagné quelque chose, finalement. Oui. Oui, parce que ce que vous dites finalement, il y a des choses qui me reviennent là de votre histoire. C'est vous dites finalement, il y avait dans cette rapidité quand ça s'est fait déjà, il vous dit arrivé en France, en gros, toi tu te contentes de ton statut d'étudiant. Moi je vais faire les choses pour les papiers. Après il épouse cette femme en 2 temps 3 mouvements. Il voulait des papiers, enfin, on est dans le cadre d'un mariage blanc, non? Ah ouais, c'est exactement ça, je suis désolée de le dire, mes sœurs... non, mais je crois qu'il faut employer les mots, non? C'est ça. Beaucoup de personnes se font avoir aujourd'hui. C'est vraiment pour ça que je tenais à partager cette expérience-là. Moi, après, j'ai eu des menaces carrément de mort de sa femme, parce qu'il n'arrêtait pas, bien évidemment, de me contacter. Moi, je lui ai dit, écoute, tu me contactes encore une fois, je mets les flics sur ton dos. Oui, pourquoi vous contactait-il? Parce qu'il voulait poursuivre la relation avec vous?
Pour lui, c'était tu es ma femme, en Afrique, c'est toi qu'on connaît. Mais je lui ai dit, Oui, c'est ça. Donc, il voulait en fait des papiers, mais il aurait aimé poursuivre la relation amoureuse avec vous. Voilà, en étant, en plus, je sois à sa disposition, la petite, voilà. Paul soit à ma disposition matin, me dit, je vais être en Afrique et tes coutumes que tu as laissées là-bas, tu vas avec dans ton mari, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, j'avance, sa femme, elle est tombée sur des messages qu'il m'envoyait. Moi, elle m'a appelé pour me menacer. Moi, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous respecte beaucoup. Je ne vous connais pas. Je me mets à votre place. J'aimerais pas voir une tierce personne menacer mon couple. Mais, vous en prenez à votre mari par mois. Par contre, mais c'était peut-être à elle aussi d'être plus prudente au fond dans cette situation. Et c'est vrai que vous lui avez très bien répondu en ces circonstances. Ah, mais c'est clair. Moi, franchement, j'avais déjà la preuve. Il fallait déjà. En l'occurrence, déjà, c'était suffisamment difficile pour vous. Mais enfin, comme vous dites, on sent que vous avez un caractère bien trempé, Paul, et que vous ne vous laissez pas faire, hein. Bon. Ah non, mais moi, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai déjà à être prudente, moi. Alors, je ne vais pas prendre la prudence d'une autre personne pour mettre sur la conscience. Vous protégez votre mari, vous protégez votre couple, sinon je mets les flics sur votre dos et vous allez m'entendre passer. C'était comme ça, et je ne l'ai plus entendu. Il m'a envoyé un mail le lendemain pour me dire, oui, tu parles pas comme ça, ma femme. Je lui ai dit, si tu la considérais un tant soit peu comme ta femme, tu m'auras pas contacté. Oui, il manque de respect à l'une comme à l'autre dans cette histoire. Ah oui, mais lui, il voulait jouer comme il voulait nous prendre comme ses roues de secours. Et lui, il est la type de tennis en fait. Il se balade comme il veut, il fait ce qu'il veut. Mais sauf que je lui ai dit, écoute, franchement, je me respecte beaucoup pour entretenir encore même des relations amicales avec un monsieur comme toi. On comprend, ça je vous comprends, Paul, étant donné la façon dont il s'est comporté avec vous. Je comprends que vous n'ayez pas envie de le conserver comme ami. Ah non, mais en plus, c'était que j'étais gamine parce que je voulais pas au moins garder l'amitié. Je lui dis non, mais... non, attendez, c'est n'importe quoi. Si tu m'appelles tous les soirs pour me dire que oui, ma femme a refusé que je fasse ceci, oui, ma femme a... Non, j'ai pas besoin, je suis pas psychologue. Et comment allez-vous, vous, aujourd'hui, plus d'un an après? Très bien, très bien. Je suis sur mon petit paradis. J'ai rencontré quelqu'un bien après. C'est vrai que je me suis un peu précipitée et je me suis cassé la tête. Parlez bien dans le combiné parce que parfois je vous perds. Hein, j'ai l'impression la liaison est pas très très bonne et il y a des moments je vous perds un peu. Ah bon? Oui. C'est bizarre. Moi je vous entends 5 sur 5. Non mais vous devez à un moment parler un peu à côté du combiné. Restez bien face à votre combiné. Ah d'accord, ok. Oui. Mais je disais que je vais très bien. Je vais super bien. J'ai rencontré quelqu'un. Et il y a 3 semaines, j'ai mis au monde une petite fille, d'ailleurs. Voilà, donc je suis sur mon petit nuage, bien heureuse, en train de me battre avec ma fac de médecine. Mais je vais y arriver. Mais j'en suis sortie. Vous venez d'avoir une petite fille? Oui, il y a 3 semaines. Ah, bon, mais félicitations, c'est formidable ça. Mais dites-moi, alors ça vaut plus le coup, oui, de parler de ce triste cire là. Vous êtes donc amoureuse, vous venez d'avoir cette petite fille, vous avez réussi brillamment votre concours. Bon, finalement, c'est une chance qu'il ait pris une autre voie, lui. Ah, mais c'était qu'un cauchemar dans ma vie, vous inquiétez pas, c'est comme si je dormais, j'ai fait un cauchemar, je me suis réveillée, et maintenant je suis dans le vrai monde, je vis les réalités, et franchement, je suis très contente. Je me dis... Mais vous avez une forte personnalité, hein, quand même, hein. Ouais, et ça m'aide beaucoup, parce que je me dis, c'est quelqu'un, il m'a fait grandir. Pour quelqu'un qui vous disait, il vous a fait grandir, je pense pas que ce soit cet homme qui vous ait fait grandir, Paul, hein. Alors là, je trouve que vous lui donnez beaucoup d'importance. À lui? Oui. Oui, peut-être. Ah oui, moi je crois. Attendez. Je pense que non, vous étiez extrêmement solide et très bien structuré. De toute façon, c'est pas lui qui vous a fait grandir. Vous étiez déjà suffisamment grande et suffisamment mature. Vous n'aviez pas besoin de lui. Moi, en fait, j'avais pas du tout. Ah, ça c'est autre chose. Il a joué dessus pendant longtemps et voilà, exactement. Là, je veux dire, j'ai repris confiance en moi. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis capable de faire. Donc, oui. Franchement,
ses Oui, paroles. d'accord, ça c'est différent. Il appuyait là où vous aviez un point de fragilité. Bon, et ça, qui a totalement confiance en soi dans tous les domaines, hein, c'est rare. Donc il mettait l'accent là-dessus en vous traitant de gamine. Mais bon, c'est si vous voulez, lui non, il ne vous a pas fait grandir. Il aurait pu vous fragiliser. Et d'ailleurs, il cherchait à le faire. Il aurait pu vous déstabiliser. Donc c'est au contraire parce que vous aviez une personnalité très forte, très affirmée, que vous avez pu continuer à avancer sur votre chemin. Et de quelle façon ? Vraiment, moi je vous tire un grand coup de chapeau, hein, parce que, je veux dire, vous annoncez comme ça à quelques semaines de votre concours qu'il se mariait. Vous le faites de façon très sadique, hein. Le jour de la noce, vous dire je me marie. Après, vous amenez à vous dire tiens, tu peux consulter les photos. Enfin, c'est très pervers et sadique. Et donc, il aurait pu vraiment vous faire louper votre concours. Vous êtes accroché. Vraiment, vous avez réussi votre concours. Maintenant, vous avez rencontré un autre homme avec qui vous venez d'avoir cette petite fille. Écoutez, tout va bien, Paul, et j'en suis heureuse pour vous. Merci beaucoup, Caroline. Vraiment. Et dire aux filles que faut pas s'accrocher à des hommes comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, je suis désolée de le dire, mais il y a beaucoup d'Africaines aujourd'hui, et j'en connais, qui s'accrochent encore à ça. Et écoutez les filles, les mariages à 3, ça va pas loin. Franchement. Continuer, nous allons. Alors on peut étendre et pas qu'aux africaines, parce que parfois ce sont pas des mariages, mais les relations à 3, souvent ça va pas loin. Et si vous écoutez l'émission, Paul, vous vous rendez compte que ça va au-delà de l'Afrique, hein. C'est très répandu, vous savez. Et au-delà du continent africain, hein. Mais c'est dommage, les filles. Attendons, vaut mieux que ça. On n'a pas besoin de ça. Je veux dire, pour se reconstruire, on va de l'avant. On ne se laisse pas assommer par des hommes comme ça. Il y en a des bons, j'en témoigne. Tous les hommes ne sont pas infidèles, tous les hommes ne sont pas méchants. Heureusement. Il y en a des bons, il y en a qui méritent qu'on leur fasse confiance. On tombe toujours sur la bonne personne. Il faut juste se donner du temps et tout va se dérouler. Et puis, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Et comment s'appelle votre petite fille ? Fabiola. Fabiola. Oh, vous lui avez donné un beau prénom. Mais écoutez, vous lui faites plein de baisers de ma part, hein. Avec plaisir. Merci beaucoup, Caroline. Je vous embrasse. Et bonne soirée à tout le monde, à tous les auditeurs. Gros bisous, gros bisous. Au revoir, Paul. Au revoir. Confidence à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Des réactions pour Paul. Valérie du Pas-de-Calais qui dit: vous avez bien fait de prendre les jambes à votre cou. Toutes les portes se sont ouvertes devant vous. Une future réussite professionnelle, un beau bébé. La vie va être belle et vous méritez votre bonheur. Valérie qui dit: mais comment être sûr demain que ce sera bien vous, Caroline, qui serez à l'antenne ? Ou est-ce que ce ne sera pas Nicolas Canteloup qui sera à votre place ? Ah, comment savoir ? Effectivement, peut-être que demain, ce sera Nicolas qui sera à ma place et qui vous écoutera. Qui sait ? Avec lui et avec son talent, vous nous en rendriez même pas compte. Alors Annabelle, elle écrit: sachez qu'il existe aussi le mariage gris. C'est lorsque un des prétendants au mariage a de réels sentiments. J'en ai été victime et je suis sortie de ce cauchemar après bien des déboires. Bravo, Paul, pour votre belle énergie. Un message aussi qui arrive au 7 21 21 qui dit: Paul est une femme à fort caractère, elle a su s'accrocher. Félicitations d'avoir réagi comme ça. Plein de bonheur à vous et à votre petite fille. Et puis des messages suite au premier appel de Daniel, Siana qui dit: on parle trop souvent négativement de nos banlieues et on effraie les gens ainsi au lieu de mettre simplement en valeur ce qui s'y passe parfois de formidable. Alors merci Daniel d'avoir témoigné ce soir. Et Jean-Pierre qui dit: eh bien voilà,
que du bonheur. Alors merci Madame d'en avoir parlé ce soir. Et puis également un petit message de Pirouette qui nous dit merci pour cette bouffée d'air pur. Plein de gens font des choses merveilleuses aussi dans les banlieues, mais hélas, on ne le met pas assez en avant. Caroline Dublanche sur Europe 1. Alors, moi, je repars pour cette émission spéciale consacrée aux 10 ans de l'émission. Et bien, nous sommes toujours à la recherche de vos témoignages. Si vous avez témoigné tout au long de ces 10 ans, si ça vous a permis de débloquer une situation, si cela a changé quelque chose dans votre vie, sur un plan personnel, dans votre vie de couple, dans vos relations familiales, si ça a provoqué chez vous un déclic, une prise de conscience, si ça vous a apporté beaucoup de réconfort, si le fait d'avoir témoigné à l'antenne a été déterminant pour vous à un moment clé de votre existence, venez nous le raconter au 39 21, choix 2, et n'oubliez pas de laisser votre prénom et votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Si vous souhaitez nous laisser des messages de joyeux anniversaire pour cette décennie de Libre Antenne, vous pouvez également le faire au 39 21 choix 2. Alors là, vous indiquez juste votre prénom, peut-être la ville ou la région où vous habitez. Là, vous n'avez pas besoin d'indiquer votre numéro de téléphone, mais simplement votre prénom. Et si vous voulez vous inscrire pour pour assister plus exactement à l'émission, puisqu'elle aura lieu exceptionnellement en public, l'émission du 9 décembre à Europe 1. Je précise aux horaires habituels de l'émission, donc entre 23h et 1h à Europe 1 au 26 bis rue François 1er dans le 8e arrondissement à Paris. Eh bien, il faut que vous alliez sur le site dublanche.europe1.fr, je répète, dublanche.europe1.fr, et là on va vous donner les explications pour vous inscrire, sachant qu'il y a un nombre de places limité. Ne vous inscrivez pas au 39 21, le serveur vocal n'est pas encore mis en place, ça va être fait dans les prochains jours, peut-être demain. Sachez que dès que ça va être mis en place, évidemment je vous tiens au courant, c'est promis. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bien, alors je voulais intervenir sur votre radio parce que déjà tous les jours je vous écoute et il y a quelques secondes vous indiquiez les gens qui avaient témoigné, mais en fait je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas témoigné mais qui bénéficient, je pense, de votre voix, parce que je vous explique, moi je suis tout simplement j'ai créé une petite entreprise et je suis tout seul chez moi, ça veut dire que je travaille sur le net et c'est des fois très très long, et l'année dernière je me suis dit, enfin après une déprime d'ailleurs, parce que c'est difficile des fois de travailler très seul, oui. Je me suis dit qu'il fallait tout simplement écouter peut-être de la radio, mais quelque chose d'intéressant, et je suis tombé sur vous. Donc je voulais vous dire que au-delà des témoignages et des gens que ça a aidé, ça aide aussi des gens qui ne témoignent pas et qui vous écoutent, je pense. Oui, bien, vous avez certainement raison. Je le vois à travers les messages que je reçois, des personnes qui disent, à travers les témoignages aussi de ceux qui ont le courage d'appeler, qui se retrouvent dans des histoires, et du coup ça aide bien ceux qui sont à l'écoute parce qu'ils se reconnaissent, parce que du coup ils se sentent un petit peu moins seuls aussi. Ils peuvent trouver à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça les réconforte de savoir qu'ils ne sont pas seuls à vivre cela aussi. Je pense oui, au-delà même des expériences vécues, c'est même aussi des fois d'être un peu tolérant face aux problèmes des autres. Moi j'étais un peu moins tolérant et je le suis devenu, même si c'est pas face à tous les problèmes, mais effectivement des fois en écoutant certains problèmes qui sont racontés, je me dis qu'il y a quand même des choses et il y a des personnes qui vivent des moments terribles
et qu'on se doit d'être un peu plus tolérant face à certains problèmes. Et donc moi je voulais juste intervenir parce qu'il y a quelque chose qui régulièrement me révolte et bizarrement il apparaît très 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 souvent dans vos émissions, c'est le problème du travail. Régulièrement on s'aperçoit, enfin j'entends des gens qui me disent qu'ils sont déprimés, enfin dans des situations catastrophiques liées au monde du travail. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est dingue, du travail, il y en a plein, on est prêt à en proposer, mais il y a un tel conflit entre ceux qui cherchent du travail et ceux qui en proposent. Je me demande pourquoi on en est arrivé là, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il y a un conflit entre ceux qui sont en demande, en recherche de travail, en recherche d'emploi, et ceux qui en proposent? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de correspondance? Comment ? Vous voulez dire qu'il n'y a pas de correspondance, Oui, on sent qu'il y a un conflit. Ça veut dire que souvent on entend, on va résumer, mais on entend les patrons ceci, les patrons cela. Moi, je suis entre guillemets, un tout petit patron, puisque on va dire j'ai décidé un jour de créer ma société, mais pourtant je reste humain. Et ça veut dire même si la veille j'étais salarié, le lendemain je me suis inscrit, immanquablement je n'ai pas changé. Je suis resté le même, sauf mon statut qui a changé. Et j'ai l'impression qu'on bascule dans un monde inaccessible des, entre guillemets, patrons. Et je vais vous prendre un exemple. Moi, je travaille seul et c'est très dur et je me dis que j'aimerais bien embaucher quelqu'un, mais c'est techniquement impossible. Techniquement pour des raisons financières, parce que c'est trop risqué pour une petite entreprise, malgré que le potentiel est peut-être là. On ne le sait pas. On ne sait pas ce que sera demain. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un écart entre les possibilités de pouvoir embaucher et la réelle possibilité d'embauche, en fait. Comment vous l'expliquez cet écart ? Comment l'expliquer ? Je pense que on a détruit en fait l'efficacité le bonheur de travailler, alors qu'on sait que c'est quand même quelque chose d'important. On l'entend tous les jours, puisqu'il en manque, et c'est quand même assez destructeur de ne pas en avoir. Oui. Immanquablement, à l'heure actuelle, il est trop compliqué d'embaucher quelqu'un. C'est quasiment impossible. Vous aimeriez, par exemple, embaucher. Vous avez créé votre entreprise, mais pour le moment, vous ne pouvez pas embaucher ? Tout à fait. Ça veut dire que, on va dire financièrement, c'est impossible. C'est un trop gros risque. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, le salarié, on a tout fait pour qu'il ait une sécurité d'emploi, mais l'employeur, lui, n'a aucune sécurité de chiffre d'affaires. Donc, il peut pas, s'il embauche quelqu'un, lui promettre des choses. Ce serait mentir. Vous voyez ? Donc quand on est petit, entre guillemets humain, ça veut dire que comme tout le monde, en fait, comme toutes ces personnes qui cherchent du travail. Vous voulez dire pour les PME, quoi, c'est ça, c'est. Mais elles sont souvent nombreuses à. Ce sont les plus, bien sûr, ce sont celles qui les plus importantes. Enfin, ce sont celles. Tout à fait, elles ont un potentiel énorme, en fait. Exactement. Et c'est d'entendre régulièrement dans votre émission, oui, vous n'avez pas de travail, oui, c'est dur encore, je crois. Alors, comme je vous ai hier, on en parlait avec Adèle justement, qui, à travers son compagnon qui était un cadre supérieur et qui se retrouvait au chômage. Elle se demandait quelle attitude adopter vis-à-vis de lui. Elle se sentait très démunie face à lui. Donc c'est peut-être cette émission que vous avez entendue hier, notamment. Régulièrement, je pense que le thème du travail revient vraiment fréquemment, je pense. Parce que c'est une vraie problématique. On a parlé de la souffrance au travail, mais on parle aussi de la souffrance de ceux qui n'ont pas de travail. Donc, vous voyez, bon. Alors c'est vrai que moi quand j'écoute, je me dis mais c'est dingue. Je suis sûr qu'il y a des possibilités d'embaucher qui seraient simples, mais il n'y a aucune comment on va dire aucune possibilité. Mais qu'est-ce que vous, par exemple, vous quelles initiatives, qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple ? Après, comment on m'a dit, quand vous dites quand vous dites il y aurait certainement des choses à faire. Alors, on parle souvent de, comme en ce moment il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Oui. D'ailleurs, toutes ces personnes ont vu comme c'était difficile de démarrer une entreprise. Moi, je me dis, après, je veux pas faire de politique. Déjà, j'en fais pas, j'irai dans ma vie. C'est vrai que non, c'est pas le lieu. Ça serait plutôt chez Nicolas Demont. Mais lui, enfin, il y a pas d'auditeur dans son émission, mais.
Mais enfin, c'est vrai qu'on fait pas de politique dans l'émission, vous le savez. Tout à fait, mais l'objectif n'était pas là du tout. C'était, moi, je vous dis, ce qui me tord le ventre, c'est de me dire, si tout simplement chacun devenait auto-salarié, quoi. Tout simplement, chacun devenait maître de ses heures qu'il veut vendre. Et je me dis que ça serait extraordinaire. Oui, mais vous savez bien que c'est pour le coup une utopie quand même, Richard. Tout le monde ne peut pas devenir son propre patron. Ah non, c'est pas une question d'être son propre patron, c'est simplement de vendre son... La preuve, c'est qu'hier, on est bien d'accord, on parlait de valeurs. Mais pourquoi chacun ne proposerait pas ses valeurs individuellement et chacun pourrait, entre guillemets, se vendre? Ça veut dire sans toujours ce phénomène. Je vous cite un exemple. Oui. Il y a eu par exemple le CV anonyme. Moi, je suis électricien à la base. J'ai fini graphiste publicitaire et je me dis que si ce jour ce CV est à jour, je me dis c'est dommage. La personne qui veut changer de métier ou qui a d'autres aptitudes, elle est cloisonnée. Et très souvent on m'a dit vous ne rentrez pas dans les cases. Alors c'est vrai qu'en rigolant, je leur disais, vous me trouvez un peu trop gros pour entrer dans les cases. Bon, il y en a quand même qui m'ont répondu non, mais je vous parlais pas de votre taille. Mais voilà, on essaie trop de mettre les gens dans les cases et du coup les gens s'enferment. En disant qu'ils n'ont que ça comme solution. Et quand j'entends le statut entre guillemets d'auto-salarié, c'est pas d'être con, parce que qu'est-ce que c'est un auto-salarié justement? Qu'entendez-vous par là? Ça n'existe pas. C'est moi qui ai l'idée de se dire pourquoi chacun ne serait pas maître de ses heures, maître de son temps. Oui, parce que vous voyez, moi du coup j'ai entendu, je l'ai pas entendu, j'ai réagi sur auto-entrepreneur, je me rendais compte. Mais du coup, vous voyez, c'est quoi auto-salarié? Comment vous l'entendez? Oui, j'ai bien compris que ça n'existait pas, mais c'est une idée. Ça serait quoi pour vous? Enfin, comment vous l'envisagez? Eh ben, quelqu'un comme vous, quand vous allez, enfin comme vous, pas vous personnellement, mais comme quelqu'un qui va présenter un CV, là, au contraire, il va tout simplement présenter ses compétences, excusez-moi, je suis un peu ému, ses compétences en donnant un tarif horaire, et voilà, comme quand on achète quelque chose, en fait. Comme quand on achète quelque chose, l'avantage, c'est que peut-être que comme l'embauche, comme le licenciement est difficile, immanquablement, l'embauche est difficile. Vous disiez la dernière fois que trop de thérapie tuait la thérapie. Là, c'est pareil. En fait, on fait tout pour ne pas être licencié, mais immanquablement, à l'heure actuelle, moi, j'ai trop peur d'embaucher. Ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va et comment on va finir, en fait. Et c'est vrai que à chaque fois que j'entends dans vos émissions quelqu'un qui a de la peine, je me dis mais mon Dieu, il y a forcément des solutions à trouver une bonne fois pour toutes. Et quelqu'un qui pourrait proposer ses services, si vous voulez, c'est ça, vous convenez. Voilà, carrément. C'est même pas service, ça veut dire il vend ses compétences. Ses compétences, voilà, oui. Oui, en France, on n'aime pas le mot service, mais il vendrait ses compétences. Tout à fait, il n'y a pas de notion de service. Ça veut dire la personne, je ne sais pas, qui est graphiste, arrive en disant voilà, je suis graphiste, je fais payer autant de l'heure, qui lui, de toute façon, il aura sa couverture. Comme font parfois certains consultants. Tout à fait, mais maintenant... Mais ce qui pourrait se faire, même pour certaines professions, vous dites, par exemple, les artisans, les électriciens, faire auto-horaire. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une... Nombre d'amis qui ont des petites entreprises et qui me disent qu'ils s'en sortent plus, mais ils ont trop peur d'embaucher quelqu'un. Ils ont trop peur parce que après ils se disent je peux pas le licencier. Après il y a ça. Si vous ne faites pas un chiffre d'affaires suffisant. Non, c'est même pas ça. C'est même pas une notion de si vous savez, j'ai eu des salariés qui. Non, je sais pas, je pose la question. Oui, voilà. Après moi, j'ai eu tous les contextes. Ça veut dire, mon père était employeur, j'étais fils d'employeur. Après, j'ai été salarié. Après, j'ai eu des salariés. Maintenant, je suis tout seul. Non, en fait, c'est de se dire qu'on n'a pas le droit à l'essai entre guillemets avec la personne. Ça veut dire que même si on décide entre guillemets à deux, en fait, l'idée c'est d'avoir un contrat tacite réciproque en disant voilà, on commence pour une semaine, on commence pour un mois, mais au moins de voir comment se développe l'entreprise. Le problème, c'est qu'on peut rien promettre puisque même nous, on ne sait même pas si demain on aura du chiffre. Vous le savez très bien, à l'heure actuelle, il y a une telle concurrence. Aujourd'hui, je vous parle, j'ai une petite entreprise, aussi bien dans 15 jours, je l'ai plus, parce que quelqu'un a trouvé que ce que je faisais, c'était intéressant, s'est mis à côté de moi, et m'a fait disparaître en 15 jours. Et j'ai l'impression que c'est là la mauvaise compréhension, déjà, en se disant, les patrons, c'est que des gens à part. Non, ce sont des gens souvent comme vous et moi. Ça veut dire que c'est des gens qui ont une petite vie, qui vivent à la maison et qui n'auront rien d'exceptionnel, et qui sont prêts des
des fois avoir des salariés, mais ils peuvent pas les prendre sur du long terme ou sur des très grosses durées du premier coup. C'est impossible. C'est techniquement, moi je vous dis, je travaille seul. Des fois, je me dis, ça serait bien d'avoir quelqu'un pour voir. Eh ben, je me dis non, c'est pas possible. On traite trop méchamment déjà aussi les employeurs. Souvent, ils sont pris. Ça aussi, ça me désole. Je me dis, c'est dingue comment on peut. Oui, cette image qu'on peut avoir tout d'un coup de l'employeur, du patron, quoi. Oui. Voilà comment alors que entre le patron de la multinationale et le patron, ah oui, on peut pas tout mélanger non plus. Comme vous dites, comme vous qui êtes seul ou de la PME, il y a. Mais il y en a ils sont nombreux. Hein, je veux dire, je ne veux pas être seul dans le cas. Je pense que parmi les auditeurs, il y en a énormément qui vous écoutent. Peut-être comme moi le lendemain matin, malheureusement, le soir, on est obligé de. Oui, comme vous dites, finalement, vous aimeriez, vous dites, travailler seul, c'est déjà compliqué, et puis ça pourrait être même stimulant pour vous, parce que c'est aussi, vous dites, parfois un peu déprimant, hein. Ah bah non, c'est même pas un peu, c'est complètement. C'est complètement déprimant. Plus d'apport d'informations extérieures. Ouais. Alors c'est vrai que vous, comme vous vous adressez à quelqu'un, c'est différent qu'une émission. J'écoute aussi l'émission avec Michel Field. Oui. Là, c'est différent. C'est un reportage. Il n'y a pas cette approche directe vers la personne. Vous voyez la différence. Vous parlez à l'auditeur, donc du coup, on peut recevoir cette information comme si elle nous était donnée. Vous voyez, bon là on rattrape un peu le côté de votre émission, mais c'est vrai que moi à chaque fois que j'entends qu'il y a des problèmes de travail, je me dis c'est dingue, ces gens sont tous dans la même situation, on l'entend de plus en plus, c'est de plus en plus destructeur, alors qu'il y a malheureusement pas d'issue et que nous non plus on n'en a pas non plus quoi. On est dans la même galère, ça veut dire qu'on est des gens seuls. Qui des fois se demandons pourquoi il y a tant de difficultés. Alors je ne sais pas si parmi vos auditeurs il y a des gens qui se reconnaissent. Alors ça suscite déjà des réactions. On va accueillir dans quelques secondes Sylvie. Il y a quelqu'un qui dit ce que vous dites finalement, Richard, ça s'appelle être un prestataire de service. Oui, prestataire de service, mais ça n'est pas que du service. Ça veut dire ça peut être ça n'est pas il n'y a pas qu'une notion de service. Avant, on appelait ça tâcheron, en fait. Tâcheron, c'est quelqu'un qui fournit un travail. Oui, j'ai un ami qui fait ça depuis 20 ans. Ça veut dire que ça, par exemple, il est... Ça porte bien son nom, remarque. Oui, mais bon, après, c'est vrai que si on veut actualiser le nom, lui, il fait pas certaines choses. Ouais. Alors, justement, il y a un auditeur qui dit, son pseudo, c'est l'imparfait du subjonctif, mais il dit, oui, c'est le salaire de la peur. 3 points d'exclamation. Écoutez, et oui, il y a ce côté un peu insécurité. Évidemment, oui, même un peu beaucoup. C'est-à-dire pas de contrat, pas de rien, quoi. Oui, mais s'il dit pas de contrat, dit aussi facile d'en trouver un, parce qu'encore une fois, c'est toujours ça peut faire peur. C'est toujours à double tranchant. J'ai un message qui arrive qui dit extension des chèques emploi-service, point d'interrogation. C'est toujours à double tranchant. Oui, non, mais c'est ça. On est, c'est-à-dire que c'est évidemment. Ça s'entend parce que vous n'avez pas, c'est très compliqué en termes de charges. C'est énorme. Évidemment, hein, c'est quand vous avez, vous êtes seul, vous n'avez pas les reins assez solides pour le moment pour recruter, vous avez peur de alors ce sont des charges derrière. Bon, moi j'entends bien, hein, vous êtes seul, sinon vous pourriez le faire. Donc vous dites, si quelqu'un je le paierais comme ça à l'horaire, mais c'est vrai que d'un point de vue par rapport aux droits du travail, aux acquis sociaux et autres, c'est vrai qu'on se dit, on peut considérer cela comme une régression quand même. Oui et non, parce qu'en fait, la régression, on la voit tous les jours. Il y a de moins en moins de gens qui trouvent du travail, donc le problème, c'est... Non, mais c'est vrai, quand on voit par rapport, évidemment, entre être au chômage chez soi et évidemment, et avoir la possibilité de travailler, on se dit, oui. C'est vrai que si on se réfère par rapport au pire, on se dit, mais en termes de... Par rapport à certains, si on se réfère par rapport au travail et au fait qu'il y a eu des gens qui ont lutté pour avoir quand même des acquis, et ça peut être considéré comme une régression. Vous comprenez ce que je veux dire? De façon plus globale, vous voyez? Mais et c'est vrai que certains peuvent dire, c'est pas parce qu'on est aussi dans une situation de crise que on doit tout accepter. C'est aussi ce qui se passe. Regardez par exemple en Angleterre actuellement, où on se dit, après tout, les chômeurs, on n'a qu'à, et puisqu'ils sont au chômage, on n'a qu'à leur faire des travaux d'intérêt généraux, et puis c'est comme ça, et puis ils n'ont pas le choix. Ça se discute quand même.
Ah oui, Voyez, oui. Ça se discute. Hein. Moi, je sais pas, je suis pas là, mais parce que au prétexte qu'ils sont au chômage, plutôt qu'ils soient au chômage, qui travaillent à la collectivité. Bon. Oui, c'est-à-dire que tout ça, je ne mets pas sur le même plan, hein, ce que vous dites et ça, mais au prétexte que parce que les gens ne travaillent plus, finalement après, donc c'est toujours par rapport dans un système du pire. Oui, on peut baisser du coup tous les droits, et c'est toujours par rapport aux acquis et au fait que des gens se sont battus quand même, et parfois très durement à certains moments donnés de l'histoire pour lutter pour améliorer nos conditions de vie et de travail, et on se dit on est plutôt dans une période de régression à ce moment-là. À ce moment donné. Mais j'entends ce que vous dites d'un autre côté. Bon, ça fait réagir les gens, en tout cas. On va accueillir Sylvie qui est avec nous au 3921. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci pour vos émissions. Moi j'aime bien les écouter. Merci. Oui, moi je suis actuellement en recherche d'emploi depuis 1 an et demi. Et il se trouve qu'au travers de salons de l'emploi, j'ai découvert une méthode de travail qui s'offre justement au type PME tel monsieur. C'est-à-dire, je m'explique. C'est une association qui fait du temps partagé. Alors, le temps partagé, c'est quoi ? C'est une association qui a des cadres. Alors là, majoritairement des cadres, par exemple Quinca, qui offrent leurs compétences, qui vont offrir leurs compétences à des PME dans lesquelles, qui ont besoin, ces PME ont besoin pour une tâche bien définie, et comme disait monsieur, on peut pas, il travaille seul, mais il peut pas, de par, je dirais, ne pas connaître son activité sur le lendemain, donc il peut pas embaucher sur du long terme, mais là il va pouvoir disposer de compétences pour une courte durée, libre à lui après, si la personne l'intéresse, de l'embaucher. Mais ces personnes-là vont faire plusieurs missions dans différentes PME. Moi, ça s'appelle du temps partagé ? Du temps partagé, oui. Qui c'est qui a inventé ce terme ? Ça existe depuis une vingtaine d'années. Ah bon ? Oui, il y a une fédération française du temps partagé, d'ailleurs, et on peut aller sur le site de la FFTTP. D'accord, et alors ce sont des missions en fait de très courte durée ? De très courte durée. Moi, je suis allée, par exemple, puisque je le découvrais aussi, je suis allée à une réunion d'information où on nous a dit, on peut vous recruter vous irez en binôme, essayer de vendre le temps partagé dans des PME. Si la PME dit j'ai besoin, par exemple, d'un commercial pour lancer tel produit, je connais pas mais pour un temps donné, pour faire une analyse du marché actuel. Ces cadres-là, la plupart du temps, comme là, moi j'étais entouré de cadres Quinca, qui se retrouvent au chômage et qui sont pas encore à l'âge de la retraite. Ils se proposent de faire pour une période très courte durée, et c'est partagé. Pourquoi ? Parce qu'ils vont essayer de trouver plusieurs missions dans différentes PME. Mais ça vous convient, vous, ce système ? Je demande à Sylvie. Ah oui, pardon. Vous, Sylvie. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de mieux connaître justement le marché du travail et de pouvoir éventuellement rebondir après sur une embauche, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien les PME. Oui, c'est-à-dire que ça peut permettre au fond de se reconstituer un réseau, peut-être. C'est ça, plutôt que de renouer des contacts. Moi, je suis sans emploi depuis 1 an et demi, pourtant en recherchant activement, et j'essaie de trouver toutes les possibilités. Pourtant j'ai fait de l'intérim, j'ai fait du CDD, mais là actuellement,
c'est mort, on va dire. Là, ça commence à repartir un peu, justement à partir de, là, normalement, je devrais aller en formation auprès de cette association-là qui fait du temps partagé la semaine prochaine. Là, il se trouve que j'ai des entretiens la semaine prochaine, donc je vais les appeler pour essayer d'aller à une autre session de formation en 2011. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour ces entretiens, mais je trouve Sylvie. Que vis-à-vis comme des PME qui peuvent pas embaucher, ils les prennent pour une durée très courte, quoi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé de cela. J'avoue que je ne connaissais pas. C'est vrai que c'est pas du tout mon domaine. Merci et bonne chance pour vos entretiens. Beaucoup de courriels. On va accueillir également Philippe. Mathilde dit, il est vrai que la législation du travail qui protège les salariés est quelquefois si contraignante que même les grosses entreprises refusent d'embaucher de peur de ne pouvoir licencier quand le besoin s'en fait ressentir. Oui, de la part de grosses entreprises, ça justifie quand même moins. C'est bon. Mathieu dit, habitant en Suisse, c'est le principal critère de fonctionnement, c'est la confiance. Il existe entre les gens une sorte de confiance qui fait qu'on vous donne des responsabilités, chose qui n'existe pas ou peu en France. C'est comme la bourse. Oui, je sais pas ce qui vous fait dire ça, Mathieu. Heureusement que quand même il y a aussi des relations de confiance en France. Le Trublion dit, il y a surtout beaucoup de patrons qui utilisent la main-d'œuvre clandestine, non déclarée pour faire du bénéfice à moindre frais. Et oui, malheureusement, il y a aussi des patrons comme ça. Ça existe, notamment dans le BTP et dans la restauration, c'est connu. Sophie dit, moi aussi j'ai créé ma boîte en Angleterre et je suis toute seule, c'est dur. Mais pour des raisons financières, je ne peux pas embaucher quelqu'un, trop risqué. Mais qu'est-ce que j'aime être à mon compte, dit Sophie. Cette liberté n'a pas de prix. Et puis, Florent dit, l'auto-salarié est possible avec la notion d'auto-entrepreneur. C'est d'ailleurs un des effets de bord. Les grands dangers de l'auto-salarié, c'est qu'il n'aura aucune couverture sociale en cas de pépin. C'est ce que dit d'ailleurs Tom. Il dit oui, mais que fera l'auto-salarié comment ces auto-salariés pourront justifier d'un revenu pour un logement et pour un emprunt? C'est tout le problème. Allez, on va accueillir Philippe. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai été assez ulcéré du discours parce que je suis moi-même prestataire de services en informatique avec un niveau d'ingénieur et je suis donc en société de services informatiques. Il y a un livre qui commence à faire un brûlot et un buzz de Nicolas Séné qui s'appelle Derrière l'écran de la révolution sociale, qui de manière sommaire dit on utilise des technologies du 21e siècle avec un régime social du 19e siècle. C'est-à-dire c'est un laboratoire, de la précarisation par le haut. Ce sont des activités virtuelles, l'informatique en général, et ça se transmet, y compris à l'auto-entrepreneur. On rencontre des gens qui sont électriciens, par exemple, où l'employeur leur dit écoutez, je vous licencie parce que je peux pas vous gérer, et on comprend, le petit patron n'a pas la visibilité à l'heure actuelle sur un carnet de commandes sur 6 mois, 1 an, c'est valable pour l'électricité, pour les formateurs, pour des milliers de professions, et il dit à ses employés écoutez, mettez-vous en entrepreneur, quand j'ai du boulot je fais appel à vous parce qu'il sait très bien que c'est quelqu'un de qualité, mais quand il n'en a plus, débrouillez-vous. Et du coup chacun se retrouve individualisé, précarisé, en intérim, sans avoir de protection. Comment voulez-vous construire un avenir professionnel, une vie de famille? Je n'en veux pas à monsieur, je ne sais pas dans quel parti il est. Je comprends ses problèmes à lui, parce que quand il se lance, évidemment, en fait, on est en train de précariser tout le monde, et y compris psychologiquement. Vous voyez ? Mais je comprends très bien. Voilà. Je crois que vous avez, merci d'avoir été aussi concis, Philippe, parce que vous avez résumé, dit beaucoup de choses fortes en peu de temps. Merci à vous et merci pour ce débat, sur le travail. Merci et bonne chance, même Richard. J'espère que vous aurez la possibilité de recruter dans quelques temps, dans de bonnes conditions, des salariés, que votre petite entreprise pourra prospérer. Au revoir.
travailleurs, travailleuses, vous êtes bien sur Europe 1. Vous êtes nombreux à réagir sur ce thème du travail lancé par Richard. Richard qui nous disait donc qu'il est entrepreneur, il est seul et c'est parfois compliqué. Il m'avait envoyé un petit mail, il disait que il y avait des jours où il déprimait, où c'était difficile. Il aimerait bien pouvoir recruter, mais il n'avait pas les reins assez solides, comme on dit familièrement. Alors il réfléchit, il se creuse la tête pour essayer de trouver des idées. Il disait pourquoi pas la suggestion d'auto-salarié. Ça vous fait réagir. Nous avons entendu Sylvie qui parlait du temps partagé, cette notion qui existe depuis déjà 20 ans, nous dit Sylvie. Philippe qui lui était assez ulcéré par tout ça, en expliquant qu'il y a de plus en plus, on va vers une précarisation du travail. Et puis vos messages qui arrivent au 7 21 21. Ninon dit: le temps partagé est une arnaque. Il y a des contreparties qui reviennent à de l'intérim où le salarié fait de la prospection gratuite. Pour d'autres, l'imparfait du subjonctif dit hommage à Bachung, ma petite entreprise connaît pas la crise. Il y a également Tom qui dit absence de contrat, dit absence de garantie pour accéder à un logement ou obtenir un emprunt. Bref, la précarité comme norme sociale. Et puis Coco qui dit oui, mais est-ce que c'est bien payé? Et après la mission, en parlant du temps partagé, est-ce qu'il y a des indemnités chômage? C'est de l'intérim? Non, dit Coco. Cathy dit oui, c'est une régression, budget restreint, formation insuffisante, etc. Et puis le Suricat dit tout ça revient à de l'intérim finalement. Voilà un peu les messages qui arrivent comme ça sur mon écran. Allez, on va changer de registre et on va maintenant. Ah ben non, on va passer un peu de musique, me dit Fifi. Ah mais c'est parti, il a lancé là, il est à fond. Allez. Alors des messages qui arrivent pour l'émission du 9 décembre. Brigitte me dit: où faut-il s'inscrire sur le site? Ce n'est pas clair pour moi. Après réagir. Écoutez, alors vous allez sur dublanche.europe1.fr et après, eh bien, vous avez l'email de Julie Mouchel, qui est l'assistante qui s'occupe de la préparation de l'émission du 9 décembre. Et donc, vous envoyez un petit email à Julie. Et Julie va vous recontacter. Voilà, je pense que là, vous devriez trouver. Quand vous allez sur dublanche.europe1.fr, vous avez un petit article et vous allez avoir l'email de Julie Mouchel et vous vous inscrivez, vous lui envoyez un petit mail à son adresse perso et vous allez pouvoir vous inscrire. Inata qui me dit: je veux bien témoigner pour les 10 ans de l'émission, mais je ne sais plus la marche à suivre. Alors vous appelez le 39 21 et vous faites le choix vous laissez bien votre prénom et un numéro de téléphone surtout où on peut vous rappeler. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Louis qui lui souhaite un joyeux anniversaire à l'avance et à toutes les équipes qui me dit Louis me suivent depuis ces 10 ans. Il faut pas les oublier parce que sans eux rien n'est possible. Louis qui a 17 ans, bientôt 18 et qui me dit: j'ai pas honte de le dire, ouais, j'écoute pas les radios musicales, j'écoute Europe et j'en suis fière. C'est un bonheur chaque soir et sincèrement, dit Louis, j'espère encore être là dans 10 ans. On accueille maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie pour vos émissions. Je les écoute très régulièrement aussi. Merci. Alors voilà, ce soir, du moins dans l'après-midi, j'ai eu une altercation téléphonique avec mon fils qui a 25 ans et qui n'habite plus avec moi, qui habite à Paris. Et moi, j'habite en province. Oui. Et voilà, tous les ans, à la date anniversaire du décès de leur père, qui a eu lieu il y a 9 ans, mes enfants se réunissent tous ensemble.
Et donc, comme l'anniversaire de ce décès, c'est samedi, mon fils me téléphone aujourd'hui pour me dire qu'il va arriver demain pour habiter chez moi, pour être là pour le week-end. Et ça, je lui ai dit non, écoute, je ne suis pas libre parce que moi je connais quelqu'un qui ne vit pas avec moi, mais bon, demain, cet ami sera là avec moi. Et donc, comme lui et cet ami ne s'entendent pas, j'ai dit, tu peux venir vendredi, mais tu viens pas jeudi. Donc, mon fils s'est mis dans une colère très, très, très violente. Et en me culpabilisant de toutes sortes, en disant que de toute façon, si la famille n'allait plus, c'était à cause du divorce, que je ne faisais rien pour lui, enfin que je l'avais abandonné, enfin que je laissais toute la famille partir dans tous les sens. Bien sûr que mon ami était un sale type, enfin bon bref, passons sur les mots qu'il a employés. Mais j'ai quand même résisté malgré les dizaines de coups de fil qu'il m'a passé par la suite, puisque il n'a pas arrêté de m'appeler tout l'après-midi pour continuer cette discussion. Votre fils? Oui, mon fils. Vous appelez? Oui. Oui, il appelait sans arrêt. Parce que il s'était mis vraiment très très en colère, et moi il avait réussi forcément à me culpabiliser, à me faire pleurer bien sûr comme à chaque fois. Et puis là ce soir je me dis je vais le rappeler pour lui dire que je vais m'arranger, je vais demander à mon ami de pas être là. Et puis après j'ai dit non, il n'y a pas de raison après tout. Je vois pas pourquoi lui il vit sa vie et que moi je dois être pour l'éternité la veuve de son père, quoi. Parce que c'est un peu ce qu'il me demande d'être. Donc je sais pas si j'ai bien fait de réagir comme ça, et quelles conséquences ça peut avoir sur notre entente, on va dire. Bon, évidemment, c'est complexe parce que, comme vous le dites, c'est une date particulière pour lui. Il se sent, s'il réagit comme ça, c'est parce que il y a certainement beaucoup de douleur et de souffrance. Donc il appuie là où ça fait mal, votre culpabilité, et vous analysez très bien les choses. C'est-à-dire que vous devez rester la femme de son père, et forcément, pour le moment, ça ne peut se passer que mal avec votre compagnon, parce qu'il a du mal à accepter la présence de cet homme. Et le fait qu'il vienne pour la date anniversaire du décès de son père, comme tous les ans, et qu'à ce moment-là, vous lui dites non parce qu'il y aura mon ami, ça ne pouvait que déclencher chez lui un accès de violence, parce qu'il se sent certainement rejeté, un peu abandonné dans l'histoire. C'est le mot que vous avez prononcé. Oui. Un peu. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est vrai que c'est un moment quand même particulier pour lui. Vos autres enfants n'ont pas cette réaction, semble-t-il. Vous me parlez de ce fils-là en particulier. C'est le plus jeune. Oui, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Il avait donc 16 ans, lui, quand il a perdu son père. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. C'est un moment, il était adolescent. Moi, j'étais divorcée 3 ans avant. Et bon, ça a toujours été forcément un reproche d'avoir divorcé, d'avoir accompli ça contre son père, puisque de toute façon, pour moi, c'était... du moins pour lui, c'est moi qui ai abandonné la famille, qui ai tout provoqué. C'est-à-dire que, évidemment, c'est là aussi, c'est de la souffrance. Cette séparation a dû être compliquée pour lui. Oui. Ça n'aurait pas eu ces conséquences-là s'il n'y avait pas eu le décès de son père. Tout à fait. Parce que là, on est dans une séparation définitive. Oui, tout
fait. C'est là où c'est d'autant plus dur. Là, il y a vraiment quelque chose. Quand les parents se séparent, il y a un deuil à faire du couple des parents. Oui. Quand il y a malheureusement le décès d'un parent, évidemment, il y a le deuil à faire. Et ça, c'est très compliqué. Donc, celui qui reste a cette lourde responsabilité. Vous pouvez endosser ce rôle, ce mauvais rôle. Mais on voit bien à quel point votre fils est dans une relation, est très attaché à vous. Parce qu'en même temps, vous dites qu'aujourd'hui, il n'a eu de cesse de vous appeler. Même si c'était pour être très agressif vis-à-vis de vous. Mais enfin, vous voyez bien ce lien. C'est-à-dire que bon, il est dans ce lien comme ça très fort à vous, très d'attachement et donc du coup aussi très agressif parce que là il s'est senti rejeté. Donc peut-être que je pense que oui, vous avez raison de le rappeler là parce que c'est quand même un moment particulier pour lui. Oui. Ça ne veut pas dire, dans le fond, Marie, que vous n'avez pas à rester la veuve éternelle de son père, puisque de son père vous étiez séparés. Oui. Donc il est normal, on est bien d'accord, là on en parle ensemble, que vous ayez, vous, le droit le plus légitime d'avoir une vie amoureuse, d'être heureuse auprès de cet homme-là avec qui vous partagez votre vie. Oui. Et de ne pas vous laisser enfermer, piéger dans cette culpabilité. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que je dois dire à mon ami qu'il prenne ses affaires et qu'il ne soit pas là. Vous vivez ensemble, donc, si je comprends bien. Non, on vit pas ensemble. On se voit donc en fin de semaine pour des raisons de travail, on va dire, puisque lui est toujours en activité. Mais quand, par exemple, on sait qu'on va passer le week-end ensemble, ou comme pratiquement tous les week-ends, là, sachant ça, je me vois mal lui dire, écoute, mon fils arrive, voilà, tu prends tes affaires, parce que ça s'est déjà produit. Mon fils a eu une chambre, si vous voulez, d'étudiant pendant une certaine période, et puis pendant un moment, il n'était plus étudiant, donc il est revenu chez moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à mon ami, écoute, mon fils revient. Donc, voilà, on ne se voit plus chez moi. Donc, mais parce que ça se passe mal entre eux quand ils se voient. Très, très mal. C'est-à-dire, ça se passe mal parce que votre fils agresse votre ami ? Oui. En parole ? Alors, en parole, pas devant lui, mais devant moi, il le traite vraiment de tous les noms. Agressif physiquement, pour l'instant, il l'a pas été. Il est resté jusqu'à présent poli, on va dire, plus ou moins poli, en le saluant de très loin, etc., quand il le voit. Mais si par exemple mon ami est là et que mon fils arrive et que nous sommes en train de manger, mon fils n'aura de cesse de faire des allers-retours pour dans la salle à manger, pour se manifester, si vous voulez, pour être que je sois à sa disposition à cette période-là. Un peu comme, donc en fait, il n'est pas insultant, il n'est pas agressif devant votre ami. C'est lorsqu'il se trouve en votre présence qu'il critique très vertement votre ami. Tout à fait, oui. Donc là, je crois qu'il va falloir que vous soyez quand même assez clair et assez ferme avec votre fils en disant, écoute, tu as le droit de ne pas l'apprécier, mais moi, je ne veux pas entendre de propos irrespectueux à son égard. Je ne me permettrai pas, si tu avais une petite amie, de tenir des propos déplacés à son égard. Donc, je n'accepte pas de propos déplacés vis-à-vis de lui.
Mais c'est ce que je lui ai déjà dit, et là ça monte en violence, parce que tout à l'heure il l'a traité de noms vraiment très très irrespectueux. Oui, alors là il était dans une grande colère, il a eu l'impression que finalement lui n'avait pas sa place et que cet homme avait plus sa place. Donc là je crois qu'il va falloir l'appeler, le recadrer un petit peu les choses, dire et en disant clairement les choses, dire finalement bien sûr que il peut venir, que il a toute sa place et que comme tous les ans, c'est important qu'il soit là, que toute la famille sera là pour cette date anniversaire, que ses frères et sœurs seront présents, que vous serez présente. Non, je ne suis vous pas n'y serez pas. Bon, alors que la famille sera présente. Mais que ça se passe pas chez moi non plus. Hein. Ça se passe chez une de ses sœurs. D'accord. J'ai refusé de le faire puisque... vous étiez séparés. Oui, et puis j'avais quand même des griefs vis-à-vis de mon mari puisque j'étais divorcée. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont estompées, mais il y en a d'autres qui sont toujours présentes. Donc d'accord. J'ai fait ce qu'il fallait quand... Oui, non mais attendez, ça c'est votre droit le plus strict. Mais bon, vous pouvez lui dire que bien sûr, il peut venir chez vous, ça y a. Oui. Mais que dans la mesure, vous lui rappelez simplement que dans la mesure où lorsqu'il vient, ça tourne toujours au conflit avec votre ami. Eh bien, votre ami étant là, il fait en sorte que l'ambiance devienne irrespirable. Oui. Donc, vous aimeriez bien que tous les deux, vous puissiez pouvoir les réunir et que les choses se passent au moins cordialement. Oui. Hein ? Vous dites, après tout, tu as le droit de ne pas l'apprécier, mais j'aimerais au moins que les choses puissent se passer cordialement quand vous vous retrouvez ensemble. Ce n'est pas le cas, donc, eh bien, je me trouve à devoir dire, soit effectivement je vois mon ami, soit quand tu viens, de faire en sorte que lui n'est pas là, ce qui n'est pas vraiment très agréable pour moi. Vous pouvez lui faire remarquer. Oui. Maintenant, évidemment que pour autant, tu n'es pas, tu as toute ta place ici. Mais j'aimerais aussi que tu comprennes que il y a des choses aussi que tu comprennes et peut-être lui parler un petit peu, dire que vous comprenez que c'est difficile pour lui, tout ce qu'il a vécu, et que entre la séparation, la mort de son père, qu'il y a des choses qui restent certainement très compliquées. Pour autant, vous n'êtes pas responsable de tout ça. Oui, et qui ne peut pas vous rendre responsable de tout ça. Alors que vous entendez qu'il y a beaucoup de souffrance en lui, et que peut-être de cette souffrance, il faudrait qu'il puisse aller en parler. Je lui ai déjà proposé, il refuse. On en a déjà discuté parce que il y a eu d'autres problèmes, on va dire, de violence, d'agressivité. Même lors de ces réunions, il y a une année, il a tapé dans les murs. Il a tapé dans les murs contre lui-même, si vous voulez. Il a donné des coups de poing dans les murs à se faire saigner, si vous voulez. Et puis après, il y a déjà eu des actes un peu violents, entre garçons, etc., d'autres garçons. Donc c'est quelqu'un qui a un comportement en dents de scie qui est très très gentil, mais qui a des accès de violence très très fortes comme ça. Qui demanderait à être élaboré. Oui. Surtout, voyez, un garçon qui demanderait qui puisse mettre des mots là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille ? Il est étudiant, votre fils ? Alors là, pour l'instant, il est effectivement en formation depuis cette année. Oui. Après 3 années d'échecs où il a pratiquement pas travaillé. Oui. Donc là, il a repris une formation. Voilà, là, il a repris une formation. C'est bien. Oui. Qu'est-ce dans un domaine qui lui plaît. Oui, qui lui plaisait. Bon. Oui. Donc ça, c'est positif, ça. Ça, c'est positif. Oui, ça, c'est positif. D'accord. Il est en train de se trouver après avoir un peu cherché comme ça. C'est important pour lui, ça, d'être dans quelque chose où il va se sentir valorisé. Ça va l'aider, ça. Déjà. Et là,
on peut dire que je l'aide pour payer sa chambre, je l'aide pour beaucoup de choses, quoi, parce que sinon, tout seul à Paris, il travaille un peu, mais ça serait pas suffisant. Donc, j'ai l'impression que d'un côté, voilà, c'est l'obligation alimentaire que j'ai vis-à-vis de lui, et puis après les reproches que j'ai vis-à-vis du fait que je m'occupe pas de lui, parce qu'il m'a dit ça, que de toute façon je m'occupais pas de lui. Au moment de la séparation, il a vécu avec vous? Alors, il a vécu avec moi en voyant son père. Oui. Et puis après, on a un peu basculé les choses, c'est-à-dire qu'il faisait la semaine chez son père et le week-end avec moi. Contrairement à ses sœurs qui ont toujours été avec moi. D'accord. Il avait quel type de relation avec son père? Quand il était seul avec lui, c'était forcément très fusionnel, puisqu'il se retrouvait à deux. Oui. Et puis, c'était... J'ai tout fait pour ruiner son père, enfin ruiner dans le sens où son père n'avait pas d'argent parce que il devait me verser la pension alimentaire alors que elle était minime, et puis j'élevais quand même les autres enfants. Oui, oui. Mais donc j'ai ruiné absolument tout. J'ai ruiné toute la famille, l'avenir de la famille. C'est ce que disait son père, qu'il reprend. Oui, je pense, oui. Je pense, oui. Et son père est décédé brutalement de maladie. De maladie. Mais au moment où il est décédé, il ne vivait plus avec lui, il vivait avec moi. Donc il était revenu vivre avec moi, puisque son père était parti en déplacement à l'étranger depuis 1 an. Donc il était revenu vivre avec moi. Mais ça, il a oublié toutes les périodes. Ce qu'il a vécu avec son père, ça a été quand même relativement court. On va dire que, grosso modo, il a dû vivre 1 an avec lui pendant la semaine. Et tout le reste du temps, c'est moi qui l'ai eu. Donc, mais cette partie-là, il l'a complètement occultée. Il a occulté cette partie-là. Donc, oui, mais c'est difficile aussi. Pour un adolescent, il a été marqué aussi par cette période, voir son père malade pendant plus d'1 an, puis le décès. Il y a eu la séparation, il y a eu la maladie du père sur 1 an. C'est long au moment dans l'adolescence où normalement il devrait être pris à ce moment-là par sa vie, par ses relations, ses amours. Et là, il y a la maladie et la mort. Oui. Donc, si vous voulez, peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des choses qu'il a occultées et qui ressurgissent plus tard et actuellement, peut-être au moment où justement il y a un homme de nouveau dans votre vie. Oui, bien sûr. Oui, et on sent qu'il y a un lien très très fort avec vous. Oui. Vous voyez, vous parlez, il y a le lien, quand vous dites, je réponds à la question que vous me posiez, quelle sera la suite, quelles conséquences cela peut avoir sur notre relation. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir, parce que on sent aussi beaucoup de proximité entre vous, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de liens avec vous. C'est aussi pour cela, d'ailleurs, qu'il se montre aussi agressif vis-à-vis de votre compagnon. Oui. Et pas retomber vis-à-vis de vous. Oui, bien sûr, donc je crois qu'il faut à la fois, évidemment, comme le dit Prune, protéger votre vie privée, parce que, encore une fois, ne tombez pas dans la culpabilité. Vous avez le droit d'avoir une vie privée, ça, il faut que vous en soyez bien consciente. Vous êtes certes une mère, mais aussi une femme. Oui. Bon, donc, ça reste de votre domaine, de votre intimité. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une distance à trouver et en même temps, il faut pas trop le lâcher non plus, pas trop qu'il se sente lâché, voyez, dans certains moments. C'est-à-dire que c'est ça, c'est trouver un peu la bonne distance. Voilà. Mais, pardon, excusez-moi, mais là, quand je lui ai dit qu'il ne pouvait pas venir jeudi, c'était tout à fait d'accord que le vendredi et le samedi, il venait. Il n'y avait que le jeudi. Oui. Et c'est là, parce que il travaille le jeudi, donc pour moi, il n'y avait aucun souci
il allait arriver le vendredi. Vous reprenez comme ça, dire écoute, je crois on ne s'est pas bien compris. Vous reprenez les choses tranquillement, vous laissez retomber un peu la colère. Oui. Vous reprenez les choses tranquillement, comme si un peu vous l'appelez et vous lui dites écoute, tu travailles le jeudi normalement. Vous parlez pas de votre compagnon. Vous dites écoute, tu travailles le jeudi, donc pour moi tu venais vendredi et voilà, on se voit, tu es là vendredi et on se voit et on en parlera un petit peu plus tranquillement. Très bien, je vais faire comme ça alors. Quelques messages qui arrivent pour vous, qui dit le subversif dit votre fils a un conflit de loyauté, même post-mortem, il doit grandir et élaborer ce déchirement un peu d'outre-tombe. On peut garder ce conflit, c'est-à-dire rester comme ça fidèle à son père et donc effectivement un nouvel homme dans votre vie, ça serait peut-être comme trahir son père. Oui, Prune qui dit votre fils est trop dépendant de vous, d'où ses colères. Alors restez vigilante parce que vous avez droit bien sûr à votre vie privée, préservez-vous. Oui. Et puis il y a Salomon qui dit cette date anniversaire du décès du père semble servir en fait de réimpulsion à la cohésion de la famille. Et peut-être que votre fils a senti une distance à ce moment-là et qu'il a de votre part et qu'il l'a perçu comme une entrave. Brigitte dit vous pouvez lui écrire pour lui réaffirmer votre amour maternel qui ne sera jamais amoindri par le fait que vous avez un nouveau compagnon. Oui. Bulle qui dit demandez à votre ami de ne pas venir demain, profitez de ce moment pour discuter seul avec votre fils comme vous le dit Caroline, il faut recadrer les choses, en tout cas il faut en reparler. Oui. Et puis j'ai également, attendez, je suis en train de regarder, j'ai des mails qui arrivent. Colette qui dit dommage que son amie et son fils ne s'entendent pas, mais elle ne doit pas laisser son fils, c'est une journée spéciale. Ce garçon peut avoir l'impression d'être mis à la porte, chacun doit se respecter. Colette qui dit je suis dans le même cas, veuve, chacun de nous privilégie la famille, tout le monde s'entend très bien, en fin d'année tous les enfants sont réunis pour un repas ou à l'occasion de l'anniversaire. Artkeys dit Oscar Wilde disait les enfants commencent par aimer leurs parents, devenu grand il les juge, quelquefois il leur pardonne. Il en veut à sa mère car pour lui être avec un autre ami c'est comme oublier ce passé avec son père. Il ne comprend pas que le souvenir de son père demeure toujours, même séparé ou décédé. Mais oui, mais bon, ça va prendre un peu de temps, tout ça. Tout à fait, oui. D'autant plus que lui ne dit jamais que son père est décédé. Quand il a des amis ou qu'il remplit des documents administratifs, le mot de père décédé ne figure jamais. C'est un refus total et voilà, c'est un refus total. Et il y avait une de ses sœurs qui était comme ça, qui a un peu évolué maintenant, qui arrive à dire que son père est décédé. Les deux autres le disent, si vous voulez, mais lui refuse totalement. Il est dans le déni total du décès. Et voilà, c'est... Donc je vais tenir compte de tous vos conseils. Je vous remercie de m'avoir aidé. Et puis, écoutez, je vais lui téléphoner demain. Oui, et puis tranquillement, voyez, vous ne rentrez pas, vous le laissez un peu, vous dites, voilà, je crois qu'on s'est pas bien compris, on était un peu, sous l'effet de la colère, mais vous restez calme, voilà, vous le laissez, vous désamorcez. Merci. Je vous remercie beaucoup, Caroline. Au revoir, Bonne Marie. Soirée, au revoir. Sergio me dit que c'est un compatriote, Bernard Lavillier. Il est stéphanois comme Sergio. Et puis Georges qui se demande déjà, curieux comme il est, de savoir qui sera là le 9. Il me dit, est-ce que Prune va venir le 9? Sera-t-elle là? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas. Je découvrirai. Voilà, je pourrais peut-être enfin mettre des visages sur des noms, sur des pseudos. Je l'espère en tout cas.
Un petit mail de Francis. On revient sur le débat sur le travail, qui me dit: je viens d'entendre le commentaire que Caroline a fait sur les droits acquis, et je suis effarée par ce discours. La question n'est pas de savoir si on a des droits acquis, la question est de savoir si nous allons être capables de créer les richesses qui nous permettront de financer ces droits acquis. Il faut créer des richesses dans un monde où les autres, en particulier les pays émergents, viennent nous concurrencer et nous proposer des biens dans des conditions de prix bien meilleures que ce que nous savons faire. Il s'agit de se battre pour préserver nos droits, de se battre, c'est cela la réalité, nous dit Francis. On est assez d'accord, hein, Francis. Il y a des gens qui se sont battus auparavant pour avoir des droits dont on bénéficie aujourd'hui. Puis c'est vrai que il faut continuer à se battre. On se rejoint, moi je trouve finalement. Bien, on va accueillir Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, merci de me prendre à l'antenne. Mais je vous en prie. Alors, vous n'étonnez pas, de temps en temps, j'ai du mal à respirer. Alors, je suis obligée de reprendre ma respiration de temps en temps, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hein. Mais je vous en prie, il n'y a aucun souci. Alors, je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous exprimer ma situation. Si. C'est-à-dire que moi, donc, j'ai ma vie, c'est une route qui est parsemée de voies sans issue, de sens unique, et quelques dodanes pour me faire rebondir de temps en temps quand même. Ah, c'est quand même bien qu'il y ait des dodanes. Heureusement. Oui. Donc, je sais pas, par exemple, mon enfance, je ne sais pas si vous avez vu le film Darling. Non. Vous n'avez pas vu. Parce que ça résume assez bien mon enfance. C'est avec qui, ça? Je me rappelle plus. Je suis pas forte pour les noms d'acteurs et d'actrices. Enfin, c'est une enfant qui est donc martyrisée. Donc, j'ai eu une enfance très difficile avec un père donc très dur, donc sans amour, sans affection. Mon père m'a mariée donc à l'âge de 17 ans. C'est lui qui a choisi mon mari. Je suis restée mariée avec cet homme pendant 13 ans. On a eu 4 enfants, 4 garçons. Donc ça s'est soldé par un divorce parce que c'était très dur à vivre. Donc c'est moi qui ai pris la décision de partir avec mes 4 enfants. Donc je suis restée avec mes 4 enfants pendant 3 mois dans un 20 mètres carrés. On a dormi au parterre. Donc j'ai remué ciel et terre pour avoir un appartement décent pour les enfants, ce que j'ai réussi à avoir. Je suis restée 9 ans toute seule donc avec eux pour les élever. Donc je faisais des petits boulots par-ci, par-là, à l'usine. M'en sortir tant bien que mal, quoi. Jusqu'au jour où j'ai rencontré le père de mon 5e enfant, qui est aussi un garçon, qui lui a 10 ans maintenant. Que des garçons alors? Oui, 5 garçons. Mais dites-moi. Voilà. Et donc lui, donc il a 10 ans actuellement. Donc son papa, au début, tout était beau, tout était bien. Il était prévenant, très proche de moi. Il supportait mes 4 enfants, ce qui était pour moi très important, que la personne qui partagerait ma vie tolère mes enfants. Et le jour qu'il a su que j'étais enceinte, ça n'a plus du tout été le même homme, quoi. Il a commencé à s'en prendre à moi, s'en prendre à mes enfants. Il ne supportait plus. Il a voulu refaire toutes les règles de la maison. Donc moi, je suis une personne qui dit pas, qui garde pour elle, quoi. Mais je souffrais énormément. Je préservais un maximum mes enfants pour pas qu'ils se rendent compte que ça allait pas, quoi. Mm-hmm. Donc tous les soirs, pendant toute cette grossesse, je m'endormais en pleurant. J'ai eu une grossesse très difficile. Lui, c'était son premier enfant, donc tout le long de ma grossesse, il m'a dit si j'avais su que c'était ça, une grossesse, il n'y en aurait pas eu, il y en aurait une, mais il n'y en aurait pas deux. Tout le long, j'ai entendu ça. J'ai fait une phlébite à 2 mois de grossesse, et avec de gros problèmes respiratoires, donc il fallait que je m'oxygène à la maison, piqûre à la maison jusqu'à la fin, quoi. À 4 mois de grossesse, j'ai failli perdre mon bébé, parce que j'ai fait une hémorragie du rein pendant 15 jours, avec des coliques néphrétiques. Donc pareil, quoi. Et la veille, un soir, le médecin avait décidé d'interrompre la grossesse pour sauver ma vie, quoi. Et puis l'hémorragie s'est arrêtée dans cette nuit-là, quoi. Tellement je voulais pas perdre mon bébé, quoi. Et finalement, quel âge il a ce bébé aujourd'hui? Il a 10 ans, 11 ans bientôt. Ah bah alors, donc... Ça fait qu'on s'est accrochés tous les deux. Vous vous êtes accrochés, il voulait vivre cet enfant. Et ah ouais, tout à fait. Puis... Donc il va bien aujourd'hui. Ah oui, très très fusionnel avec moi d'ailleurs. Oui, il va bien. Et donc j'ai subi plein d'aléas dans ma vie comme ça. Après, j'ai aidé son papa à monter sa micro-entreprise, justement. Oui. On parlait de ça. Oui. Donc on était tous les deux. Moi, je faisais le secrétariat, je faisais les devis parce que moi j'ai un handicap, je suis presque aveugle, donc je pouvais pas démarcher, quoi. Avec disons qu'avec ma correction, j'ai 2 dixièmes, quoi.
Je suis aveugle d'un œil et presque de l'autre. Donc, on a monté cette micro-entreprise, ça marchait du feu de Dieu et tout. Et puis, lui, il a vu trop grand, trop vite, quoi. Donc, il a voulu monter sa boîte en extérieur de la maison, prendre des employés, dont des secrétaires, avec qui il me trompait, quoi. Pendant que moi, j'étais à la maison avec le petit, puis donc, je l'ai su. Je n'ai rien dit, j'ai pardonné, et puis... Il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec des appartements à côté. Et moi, je disais toujours rien, jusqu'au jour où j'ai dit stop, quoi. Parce qu'on faisait une thérapie de couple pour s'en sortir, puis lui, à côté, il faisait ça, quoi. Donc là, j'ai dit stop, quoi. Et donc, ça fait que je me suis retrouvée de nouveau toute seule avec mon garçon. Et là, donc, j'ai rencontré une personne, la personne dont je suis toujours amoureuse, en 2005. Et lorsque donc j'ai dit ça y est, enfin voilà le bonheur qui arrive, donc je rencontre en septembre 2005. Et en janvier 2006, j'ai mon deuxième garçon qui m'apprend qu'il y a une sclérose en plaques. Donc j'ai un autre coup de massue, quoi, malgré tous les trucs que j'avais déjà traversés. Il a quel âge votre fils? 31 ans aujourd'hui. 31 ans, oui. Donc moi, il y a 18 mois de ça, j'ai perdu donc mon père. Moi, ça c'est pas plus grave. C'est que 2-3 jours après le décès de mon père, donc moi je me suis fait opérer parce que j'avais fait une très grosse dépression parce que j'allais perdre mon ami là, celui avec lequel je suis actuellement, et je ne supportais pas de le perdre, et je le perdais à cause du père de mon dernier, quoi, qui nous a mené une vie d'enfer. Mais vous le perdez comment je le perdais parce qu'il en avait marre de cette situation. Ah d'accord, quoi. oui, mais moi je me rendais pas compte, quoi, parce que j'étais tellement harcelée avec le père de mon fils que. D'accord. Et ça va mieux avec lui? Oui, avec lui, ça va mieux. Déjà, mais moi, j'ai fait une très grosse dépression en pensant le perdre, quoi, et donc j'ai fait un épanchement au niveau du péricarde. Et durant l'intervention pour faire le prélèvement de l'eau qu'il y avait dans le péricarde et la biopsie, le chirurgien m'a percé le cœur, par accident. Alors après, je me disais, j'ai donné mon cœur à plusieurs hommes, celui-là, il le voit directement, il le crève, quoi. Comme ça. Bon, on m'a remarqué, vous avez un certain sens de l'humour. Oui, heureusement. Enfin bref, et c'est suite justement à cette intervention que je fais des pleurésies à répétition. Donc là, j'étais me faire vider le poumon encore la semaine dernière, mais ils n'ont pas pu tout vider parce qu'à force de vider le poumon, il décolle la plèvre, quoi. Il y a du sang qui venait, donc il a fallu arrêter. C'est pour ça que je suis gênée pour respirer. Bon, enfin, dans cette... Ah oui, parce que c'est récent, donc, votre intervention. 18 mois. Hein. Oui, donc c'est pour ça. Et vous êtes encore gêné pour... Ah oui. Je me fais vider le poumon assez souvent parce que le poumon s'est inflammé, quoi. Parce que dans l'urgence, quand le cœur a été percé, parce que c'était prévu une thoracotopie, il m'a fait une thoracotomie, il a fallu scier les côtes, quoi. Oui, on va pas trop rentrer, parce que je voudrais pas quand même là que ça soit un peu impressionnant pour ceux qui écoutent. Oui, on n'est pas dans une... Oui, bon, juste avant de dormir, ça peut être un peu des images un peu... traumatisantes. Oui, traumatisantes. Et donc, dans ce malheur, je vais être indemnisée. Donc, je me dis, dans mon malheur, je vais avoir ça pour me sortir un petit peu de ma galère, quoi. Donc, je vais être indemnisée sous peu, je pense. Je ne sais pas de combien, mais enfin, bref. Donc, je me dis, je commence à faire des plans. Je vais pouvoir aider tel fils et tout ça, quoi. Et puis, donc, avant-hier, j'apprends que mon fils, qui a la sclérose en plaques, était logé depuis 8 jours chez son père parce que sa femme l'a mis à la porte. Il a 2 enfants, hein. Sa femme l'a mis à la porte comme un malpropre, quoi, parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle a fait venir carrément le gars chez elle. Et lui, il revenait de dehors, quoi. Puis, elle lui a mis ses sacs dehors, quoi. Donc mon fils a déclenché une crise là, puis il est hospitalisé. C'est pour ça que je me dis, ça lui a déclenché une crise, oui. De sclérose, quoi. Oui, oui, parce que. Et mon fils, je le voyais plus depuis 5 ans, quoi, parce que sa femme lui avait dit de choisir entre elle et moi, quoi. Alors, j'ai l'impression que ma vie est, voilà. Donc j'ai dit là, j'arrive au virage, quoi. Je vais arriver à 50 ans, j'aimerais bien amortir mon virage, quoi. Oui. De façon que l'autre moitié soit plus bien. Oui, il y a une succession, effectivement, d'épreuves. Alors bon, vous nous faites un condensé, résumé, là, c'est... Oui, bien sûr, voilà, vrai c'est que, ça. c'est... Je passe les gros c'est titres, brutal, hein. C'est... Ouais. En même temps, oui, vous nous en parlez... C'est assez stupéfiant, hein, de la façon dont vous racontez. On sent que vous avez presque comme un... Comment dire, comme une fatalité, quoi, comme quelque chose, je vis comme ça, hein. Comme si c'était votre lot, enfin. Oui, j'ai l'impression que c'est ça, oui. Mais je le vis comme ça, quoi.
En même temps, vous dites, bon, vous arrivez à un cap et peut-être qu'il y a, comme vous dites, il y a peut-être, il y a peut-être un virage à amortir et après tout, il peut y avoir derrière ce virage autre chose aussi. Ah c'est ce que j'espère. Parce que, bon, vous avez eu votre lot d'épreuves, je pense. Et puis vous pouvez aller, vous pouvez aller que vers du mieux, non ? J'espère. Une fois que, parce que après tout, plusieurs fois déjà physiquement, vous auriez pu laisser votre vie. Au fond, vous êtes là, donc vous avez quand même en vous la vie quand même chevillée au corps et au cœur, j'ai envie de dire, malgré tout. Donc il y a une force qui est là, un désir, une énergie, et puis finalement quelque chose qui vous tient, qui vous accroche. Alors avec ce compagnon qui est à qui est à vos côtés, ça vaut le coup de poursuivre et que de la route finalement. Oui, bien sûr, oui. C'est ce que je me dis, mais il est pas démonstratif et ça me blesse un peu, quoi. J'ai toujours peur, quoi. Je suis toujours de me dire que je sais pas, quoi. Je suis toujours dans la crainte. Oui, mais la crainte évidemment, parce que quand on a traversé autant de, enfin, il y en a plus d'un ou plus d'une qui serait restée comme ça sur le bord de la route, pour le coup, Catherine. Ouais, mais je veux avec le quart de ce que vous avez, avec le quart de ce que vous avez enduré. Ah oui, encore, mais ça, donc pas le faire, que la crainte subsiste en vous, on peut le comprendre. En vous disant qu'est-ce qui va me tomber dessus. Voilà, c'est ça. Mais je veux toujours avancer, je veux toujours penser positif quand même, quoi. Oui, c'est ce qui est assez sidérant, et c'est là où vous avez malgré tout quelque chose qui est assez exceptionnel. Il faut bien le dire, avec tout ce que vous nous avez décrit, qui est en peu de temps, qui est assez terrassant quand même, Donc, vous avez songé à en parler, peut-être que justement pour ne serait-ce, parce que mettre un peu de contenu d'émotion dans tout ça, et un lieu où justement vous pourriez parler de vos craintes et être un peu, un peu soutenu par quelqu'un, parce que j'ai l'impression, et peut-être vous dire que justement, il n'y a pas de fatalité. Parce que moi, ce que j'entends quand même derrière tout ça, c'est que ça a commencé très tôt, avec ce mariage contraint par le père, et donc derrière tout ça, cette éducation. Et ça vient de l'enfance, de toute façon, tout vient toujours de là. Et je pense qu'avec le soutien de quelqu'un, ça va vous aider à sortir peut-être d'une idée de quelque chose qui est très ancré en vous, et de là vos craintes, qu'il y a quelque chose qui est inscrit, que peut-être au fond vous n'êtes pas né sous une bonne étoile. Et ça, il faut sortir de cette idée-là, parce que moi je pense que malgré tout, il y a quand même une bonne étoile, même plusieurs au-dessus de votre tête, parce qu'avec tout ce que vous avez traversé pour que vous soyez là, et avec, comme vous dites, ce désir de vivre, bien, il y a certainement des anges gardiens au-dessus de votre tête. Je vous embrasse, Catherine. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Des messages qui arrivent pour Catherine. Déjà, Sergio qui dit bonne fête, Catherine. Nous sommes le 25. Alors bonne fête à toutes les Catherine. Aline, on va communiquer vos coordonnées. Il y a quelqu'un qui me dit l'identification au personnage de Darling joué par Marina Foïs n'est pas abusive, pas usurpée du tout. Quelle résistance. Lolo qui dit je suis impressionnée par la force de Catherine. Lilia qui dit ces choses cumulées tant de force pour lui dire quel courage à elle. Et puis voilà, beaucoup de messages qui arrivent. Je vais pas avoir tous les temps de les lire parce que nous arrivons à l'heure de 1h. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle nuit. Faites de jolis rêves. Vous écoutez Europe 1. Il est 1h.